Teddy. Salut, William. Alors, Black, vas-y te taire. Belle journée, hein? Ouais. Vers 2 heures, j'ai bien cru que le temps allait se gratter. Dis donc, qu'est-ce qu'on m'a raconté? Tu vas quitter M. Turner? Oh, je suis pas encore décidé. Non, c'est mon fils qui voudrait que j'aille habiter avec lui à Bristol. Fais pas ça. Tu t'habitueras jamais. C'est ce que je me dis. Et ça fait combien de temps que t'es garde-chasse chez M. Turner? 30 ans. 30 ans, tu penses? Moi, tu vois, ça fait pas tout à fait 10 ans que je suis son garde forestier. Et avant, j'étais à Londres. Eh ben, s'il fallait que je le quitte, c'est pas dans une ville que j'irais. Et puis, les bois, ça fait trop de bien à la petite. Et M. Turner, c'est un si brave homme. Ça, on peut le dire. C'est pas comme son cher ami McCarthy. Oh, celui-là, quelle tête de cochon! Jamais un mot aimable. On se demande comment ils peuvent être si copains, tous les deux. On m'a dit qu'ils avaient été aux colonies ensemble. C'est pas une raison. Il paraît que M. Turner, il loue sa ferme à McCarthy pour une bouchée de pain et avec une de ses installations. Alors, ils sont drôlement bien logés, le père et le fils. Il y a de la veine que pour la canaille. Et remarque que le petit, lui, il est plus aimable que son père. C'est pas difficile. Mais on se demande tout de même pourquoi M. Turner et sa fille sont allés introduire dans leur domaine ces deux McCarthy. Bonjour, monsieur William. Ah, tiens, bonjour, Tia. Oh, dis donc, papa. Je viens de voir près de l'étang monsieur McCarthy et son fils. Qu'est-ce qu'ils se disputaient? Et à propos de quoi? J'ai pas pu entendre. Mais monsieur James, fallait voir comme il répondait. Même qu'à un moment, il a levé la main. J'ai cru qu'il allait donner une gifle à son père. Oh! Parfaitement. Quelle génération, ça. Mais moi, dis donc, je l'ai vu tout à l'heure, monsieur McCarthy. Et il est passé par ici, il était tout seul. Moi aussi, je l'ai vu, je l'ai croisé sur le chemin de l'étang. Et 3 minutes après, j'ai salué le fils. Il suivait de loin son père avec un fusil sur l'épaule. Tenez, le voilà qui s'amène. Mais pourquoi il court comme ça? William, Teddy, venez vite. Mon père, on l'a assassiné. Qu'est-ce que vous dites? Oui, près de l'étang. Il a le crâne défoncé. Mais monsieur James, et vous avez du sang sur vos manches et sur vos mains? Mais qu'est-ce que vous attendez? Mais venez donc! Oh, une mort, quelle affaire. Vous oubliez, monsieur McCarthy, que la petite vous a vu lever la main sur votre père. C'est possible, monsieur l'inspecteur, mais ça ne prouve pas que je l'ai tué. La tête du pauvre homme a été défoncée par plusieurs coups d'un instrument très lourd. La crosse de votre fusil, probablement. Mais vous voyez bien que sur la crosse de mon fusil, il n'y a pas de sang. Vous l'avez essuyé, pardi. J'en avais bien sur les mains et sur mes manches. Si c'était moi l'assassin, j'aurais commencé par me laver. Vous n'en avez peut-être pas eu le temps. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise pour vous convaincre? Racontez-moi plutôt comment les choses se sont passées. Voilà. J'étais parti en voyage depuis 3 jours, malgré la volonté de mon père. Et je suis rentré à la ferme vers 2 heures cet après-midi. Papa était sorti. Il avait dit à l'un des valets qu'il avait un rendez-vous à 3 heures. J'ai fait ma toilette, j'ai changé de vêtements, puis j'ai pris un fusil pour aller tirer quelques lapins dans la garenne qui est de l'autre côté de l'étang. J'ai croisé William, le garde-chasse. Mais il se trompe quand il vous dit que je suivais mon père. J'ignorais absolument qu'il était dans les parages. C'est quand je suis arrivé à environ 100 mètres de l'étang que j'ai entendu son appel. Couy! C'était le cri qui nous servait de signal à mon père et à moi. Je me suis mis à courir et en effet, je l'ai aperçu près des roseaux. Vous vous êtes approché? Oui. Et alors? Alors une violente dispute a éclaté entre nous. Mon père était très brutal. Il m'a fait des menaces. Et vous avez levé la main sur lui? Oui. Oui, mais plutôt que de prolonger une querelle sans issue, je l'ai quitté et je repris la direction de la ferme. Je n'avais pas fait 150 mètres que j'entends derrière un cri affreux. Je reviens sur mes pas en courant et je trouve mon père expirant sur l'herbe avec de graves blessures à la tête. Je laisse tomber mon fusil et je le prends dans mes bras. Il perdait connaissance. Je restais agenouillé près de lui quelques instants, puis je me précipitais chez Teddy, le garde forestier, pour demander du secours. Votre père vous a-t-il dit quelque chose avant d'expirer? Il a murmuré quelques mots. Lesquels? Je
j'ai compris qu'il parlait d'un rat. Un rat? Et pour vous, ça peut avoir une signification? Non. Je crois qu'il délirait. À quel sujet vous êtes-vous disputé avec votre père? Je ne peux pas le dire. Vous ne devez rien cacher à la police, vous le savez. Je peux vous jurer que le sujet de notre dispute n'a rien à voir avec le drame qui a suivi. Oui, ça c'est vous qui le dites. Mais ce sera à un tribunal d'en juger. En tout cas, votre refus de répondre va aggraver singulièrement votre affaire. Tant pis. À votre aise. Vous m'avez dit tout à l'heure que ce cri de couillis était un signal habituel entre votre père et vous. Oui. Il savait donc que vous étiez rentré de voyage. Non. S'il l'ignorait, comment se fait-il qu'il ait poussé ce cri? Et vous avez aperçu? Non. J'étais à une bonne centaine de mètres dans les fourrés. Nous ne pouvions pas nous voir. Alors, pourquoi ce cri? Je ne sais pas. Vous dites que vous avez quitté votre père pour mettre fin à cette dispute. Entre votre départ et le moment où vous avez entendu son cri de douleur, avez-vous rencontré ou vu quelqu'un? Non, personne. Et quand vous êtes retourné en courant vers votre père, quelque chose vous a-t-il paru anormal? Je sais pas moi, le bruit de branches cassées sous les pas de quelqu'un qui s'enfuyait, par exemple? Non. Je dois vous dire que j'étais si bouleversé quand je me suis rué vers l'endroit d'où mon père avait poussé ce cri de douleur que je n'ai pensé à rien d'autre qu'à lui. Pourtant? J'ai comme une vague impression que pendant le court instant où j'ai été penché sur le blessé, une forme était étendue par terre sur ma gauche. Une forme? Oui. Oui, quelque chose de grisâtre, peut-être une couverture. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Je suis parti chercher du secours et quand nous sommes revenus, cela n'y était plus. Et vous ne pouvez pas préciser ce que c'était? Non. Non, je crois qu'il y avait quelque chose, c'est tout. À quelle distance du corps de votre père? Une dizaine de mètres environ. Bien. Bon, je vais poursuivre cette enquête sans perdre un instant. Seulement vous comprendrez qu'en raison des faits tels qu'ils se présentent aujourd'hui, je me vois obligé, monsieur James McCarthy, de vous mettre en état d'arrestation. Je le comprends très bien. Veuillez donc me suivre. Bonsoir mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Tels furent les premiers éléments de cette étrange affaire que j'ai appelée depuis le mystère du Val-Boscombe. Premiers éléments qui nous furent exposés à mon ami Sherlock Holmes et à moi par mademoiselle Turner, la fille du propriétaire du domaine où s'était déroulé le drame. Convaincue de l'innocence de James McCarthy, elle nous avait envoyé un télégramme nous suppliant de venir tenter de le sauver. Et Sherlock Holmes, qui connaissait un peu le drame par les journaux, présentait une affaire intéressante. Nous avions donc sauté dans le train pour gagner le joli petit village de Ross, dans le Herefordshire. Mademoiselle Turner nous attendait à l'auberge et, dans une des chambres retenues à notre intention, elle nous avait exposé les grandes lignes du drame. C'était maintenant à Sherlock Holmes de poser les questions. Dans quelle colonie M. Turner a-t-il connu la victime, mademoiselle? À Victoria, en Australie. Votre père est revenu se fixer en Angleterre il y a combien de temps? Il y a une vingtaine d'années. Et M. McCarthy? 1 ou 2 ans après. Il avait rencontré mon père à Londres, et comme il cherchait un endroit où faire de la culture, papa lui a loué notre ferme. Mais pourquoi si bon marché? Il a voulu rendre service à son vieux camarade sans en tirer profit. Bien. Vous êtes née ici, mademoiselle? Oui, monsieur. Et James McCarthy? En Australie. Quand il est arrivé ici, il avait à peine 2 ans. Habitant le même domaine, vous vous voyez souvent, je suppose. Oh oui, nous jouions ensemble. Je peux dire que James est mon plus vieil ami d'enfance. Mais je l'ai beaucoup moins vu quand mon père m'a mise en pension à Bristol. Quand êtes-vous revenu ici définitivement? L'année dernière. Vous avez encore votre mère? Non, maman est morte quand j'avais 9 ans. Et James? Il a lui aussi perdu sa mère très jeune. C'est vraiment dommage, car son père l'a privé de tendresse, et son naturel affectueux en a beaucoup souffert. Je connais bien James, monsieur Holmes, et je le sais incapable d'un acte de violence, à plus forte raison d'un meurtre. Il est à la prison de Hereford, je crois. Oui. Il a été interrogé selon la loi par un coroner, assisté d'un jury,
Et tous sont persuadés que c'est lui l'assassin. Ils l'envoient comparaître en cour d'assises. Eh bien, pour moi, ils lui ont reconnu à la fois trop et trop peu d'imagination. Que voulez-vous dire? J'ai lu dans le journal qu'on lui reproche d'avoir imaginé deux choses aussi invraisemblables que l'allusion du mourant à un rat et la disparition d'une vague forme en étoffe. Par contre, on trouve normal qu'il n'ait pas songé à inventer un motif de dispute suffisamment habile pour que la sympathie du jury lui fût assurée. Pour moi, c'est au contraire tout cela qui me penche à le croire innocent. Oh, monsieur Holmes, je vous remercie. Non, attention, mademoiselle, n'allons pas trop vite. J'ai dit qui me penche à le croire innocent. S'il appartient à la police de faire la preuve de sa culpabilité, il m'appartient à moi, par le mandat que vous m'avez confié, de faire la preuve de son innocence. Or, pour le moment, nous n'en sommes qu'à des suppositions d'ordre psychologique, ce qui est insuffisant. Hélas. Dites-moi, mademoiselle, vous qui connaissez bien les McCarthy, auriez-vous une idée du motif de la querelle survenue entre eux? Oui, monsieur Holmes. À peu près à coup sûr. Je peux vous dire que si James n'a pas voulu parler devant le coroner, c'est par discrétion, car j'en suis certaine, c'est moi qui, une fois de plus, était le sujet de la discussion. En quoi? Monsieur McCarthy voulait absolument que son fils m'épouse. Et lui ne souscrivait pas au désir de son père. Je crois que un tel projet ne lui déplairait pas, mais j'ai toujours pressenti que quelque chose l'en empêchait. Quoi donc? Je n'ai jamais pu le savoir. Et votre père aurait-il vu ce projet d'un œil favorable? Non, il y était résolument hostile. Pourquoi? Peut-être rêve-t-il pour moi d'un meilleur parti. Et vous, mademoiselle, si je suis indiscret, ne me répondez pas. Quel est votre avis sur la question? Je crois que je pourrais être très heureuse avec James. Merci de la confiance que vous me témoignez. Maintenant, chère mademoiselle, j'aimerais connaître l'opinion de votre père sur l'assassinat de son ami. Quand pourra-t-il me recevoir? Je crains, hélas, monsieur Holmes, que le docteur ne le permette pas. Le docteur? Depuis longtemps, la santé de papa est déficiente et ce drame l'a profondément affecté. Il a dû s'aliter. La mort de son vieil ami semble avoir brisé le peu de ressort qui lui restait. Vous m'envoyez navré. Il est temps que je rentre à la maison. Il doit s'inquiéter de mon absence. Je veux espérer que demain, il se sentira mieux. En attendant, je vais demander une voiture qui nous conduira à la prison. Je voudrais bavarder avec James McCarthy. Oh, merci, monsieur Holmes. J'avais préparé ce petit mot pour lui, à tout hasard. Ayez la bonté de le lui remettre. Je lui dis que c'est moi qui vous ai prié de vous occuper de lui. Il aura une entière confiance en vous et, qui sait, peut-être vous avouera-t-il à vous des choses qu'il n'a pas voulu dire à la police. Mademoiselle Turner prit congé de nous et Sherlock Holmes commanda une voiture. En l'attendant, il relut dans l'hebdomadaire local un résumé de l'enquête et il me tendit l'article pour connaître mon point de vue médical. Voyez, Watson, il y a certaines précisions qui me semblent intéressantes. Oui. Le chirurgien a établi que les parties de la tête qui ont été fracassées sont le tiers postérieur de l'os pariétal gauche et la moitié gauche de l'os occipital. De toute évidence, le coup n'a pu être asséné que par derrière. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ce qui peut plaider en faveur de l'accusé, puisqu'en se querellant, les deux hommes étaient face à face. Remarquez, le père aurait pu tourner le dos à son fils avant d'être frappé par lui. Oui, c'est juste. Et que pensez-vous de ce rat dont il a parlé avant de mourir? Oh, certainement pas un mot prononcé dans le délire. Le fait est bien connu. Un homme qui vient d'être frappé d'un coup violent à la tête ne sombre pas dans le délire au moment d'expirer. Non, pour moi, il a tenté d'expliquer à son fils ce qui venait d'arriver. Enfin, cette étoffe grisâtre, soi-disant proche de la victime. Le meurtrier a peut-être laissé tomber son manteau. Et il serait revenu le prendre pendant que James était allé chercher du secours. Oui. Oui, c'est possible. Ah, voici la voiture, descendons vite. Cocher, à Hereford, s'il vous plaît.
1 heure plus tard, un gardien de la prison nous conduisait jusqu'à la cellule de James McCarthy. Bonjour, James. Je suis Sherlock Holmes. Monsieur Sherlock Holmes, vous ici? Mademoiselle Turner m'a demandé d'étudier votre affaire. Elle est convaincue de votre innocence. Voilà un mot qu'elle m'a prié de vous remettre. Merci. Kat a raison, monsieur Holmes. Je suis innocent. Ce n'est pas moi qui ai tué mon père, tous les indices m'accablent, mais je suis victime de la fatalité. Tout à l'heure, vous me raconterez en détail ce qui s'est passé, mais il y a une chose qu'il faut me dire tout de suite. Quel a été le motif de la dispute que vous avez eue avec votre père? Vous pouvez parler sans crainte devant le docteur Watson, qui est mon ami et le vôtre. Mon père m'a violemment reproché d'être parti 3 jours sans sa permission et sans lui dire où j'étais allé. Était-ce la première fois que vous vous absentiez de cette façon? Non. Non, cela m'était déjà arrivé. Il a voulu me faire avouer que j'avais une liaison et que c'était la raison pour laquelle je refusais d'épouser Kat Turner. Car vous refusiez. Oh, bien malgré moi, je vous le jure. Mais j'y étais obligé. Et vous avez dit à votre père pourquoi il vous était impossible de songer à ce mariage? Non, parce que je crois qu'il m'aurait tué. Je lui ai simplement dit que j'étais trop jeune déjà pour faire une fin. Maintenant, James, dans votre intérêt, ne me cachez rien. Pourquoi ce mariage était-il impossible? À cause d'une bêtise que j'ai faite. Il y a 2 ans, j'ai connu une servante au restaurant de Bristol. Et je suis le père de son enfant. Mon devoir est de l'épouser. Je lui ai promis de le faire dès que j'aurai une situation. Vous vous aimez? Non. Franchement, non. Pour elle comme pour moi. Ça n'a été qu'un feu de paille. Mais il faut bien payer les sottises qu'on a faites, n'est-ce pas? Quel âge a l'enfant? 18 mois. Il est très malade et je suis allé passer 3 jours auprès d'eux. Je vous en félicite. Maintenant, je voudrais savoir quelque chose. Précisez-moi 2 points. Est-il exact que votre père a dit à l'un de vos domestiques qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un à 3 heures? Ah oui. Le domestique s'appelle Hornby et il vous le confirmera. Bien. Secondo, quand votre père a poussé ce couï, ce cri de ralliement, il ignorait bien que vous étiez de retour au village. Oui. À ce moment-là, il ignorait totalement où je me trouvais. Pour Sherlock Holmes, c'était sur ces 2 points que reposait toute l'affaire. James nous conta ensuite les événements tels qu'ils s'étaient déroulés et il ne nous apprit rien que nous ne sachions déjà. Nous revînmes coucher à l'auberge de Ross et le lendemain matin, Sherlock Holmes interrogea diverses personnalités du village qui confirmèrent l'amitié et la bonté de M. Turner pour son ami McCarthy. Est-ce que cela ne vous paraît pas un peu bizarre, Watson, que ce McCarthy, qui apparemment n'a aucune fortune et a contracté tant d'obligations envers Turner, s'entête à vouloir marier son fils à la fille unique de son bienfaiteur qui héritera de tous les biens et domaines? Je suis de votre avis. Cette attitude est d'autant plus choquante que Turner était hostile à ce projet. D'ailleurs, il faudra bien que nous sachions pourquoi une telle hostilité. Nous nous rendîmes à la ferme. C'était un large et confortable bâtiment à 2 étages. Sherlock Holmes demanda à la servante de lui montrer les chaussures que portait son maître le jour de sa mort. Il les mesura avec beaucoup de précision, ainsi qu'une paire de souliers appartenant à James, bien qu'il ne les portât pas au moment du crime. C'est à ce moment-là qu'arriva l'inspecteur Brown. Monsieur Sherlock Holmes? Oui, c'est moi. Inspecteur Brown, de la police locale. Enchanté. Pas moi. Plaît-il? Je suis le contraire d'un hypocrite, monsieur Holmes. Et je ne vous cacherai pas plus longtemps que je n'ai aucun plaisir à faire votre connaissance. Alors, pourquoi êtes-vous venu? Pour vous dire que votre petite contre-enquête ne me plaît guère. Je suis membre de la police de Sa Majesté la Reine Victoria. Je connais mon métier. Et je n'admets pas qu'un amateur vienne fourrer son nez dans mes affaires, contrôler mon travail.
Et au besoin, jeter le doute sur des compétences reconnues officiellement et depuis longtemps. Si vous êtes si sûr de vos compétences, cher monsieur, pourquoi tant d'inquiétude? Je m'élève contre le principe. Je représente une autorité. Et si quelqu'un vient refaire mon travail derrière moi, je perds mon autorité. Vous avez conclu, je crois, par la culpabilité de James McCarthy. Absolument. Alors, si j'arrive à la même conclusion, vous en sortirez grandi. Oui, bien sûr, mais si vous concluez à l'innocence de l'accusé. Vous dites vous-même que je ne suis qu'un amateur. Croyez-vous qu'en haut lieu, on prenne en considération les conclusions d'un amateur? Oh, des conclusions venant de vous, ça, sûrement. Ce qui indiquerait que vos supérieurs sont plus bêtes que vous. Hein? J'ai pas dit ça. Dans ce cas, permettez-moi de juger votre éruption dans cette pièce parfaitement inutile et intempestive. Ah non, mais... Permettez-moi également d'ajouter qu'en général, vos confrères sont plus habiles. Quand ils me voient arriver sur une affaire, ils m'apportent leur collaboration. Car si je réussis là où ils ont échoué, ils peuvent toujours dire « Pardon, j'étais encore là ». Oh, je suis incapable de tous ces calculs. Je suis un honnête homme, moi. Et tant pis pour mon avancement. Inspecteur Brown, vous m'êtes très sympathique. Maintenant, je vais demander au garde-chasse de m'emmener sur les lieux du crime. Vous n'avez pas besoin du garde-chasse, je peux très bien vous y emmener moi-même. Oh, je ne voudrais pas vous déranger. Puisque je suis là. Sherlock Holmes et moi nous suivîmes l'inspecteur Brown qui sortit de la ferme, traversa un grand pré et s'engagea dans un chemin sablonneux sous un bois de pins. À quelques centaines de mètres de là, la nature des arbres changea et nous fûmes bientôt environnés de taillis épais. C'est ici, un peu avant le tournant du chemin, que l'accusé aurait entendu l'appel de son père. Et c'est d'ici également, comme il retournait vers la ferme, qu'il aurait été stoppé par son cri de douleur. Bien, continuons notre route. Après le tournant, le chemin menait en ligne droite à l'étang bordé de roseaux. Entre la lisière du bois et le bord de l'eau, le sol était un sable fin, maintenu humide par des infiltrations. Sherlock Holmes y découvrit diverses empreintes de pieds. Inspecteur Brown, Monsieur? les chaussures que vous portiez quand vous avez commencé votre enquête, sont-elles les mêmes que celles que vous portez aujourd'hui? Oui, pourquoi? Auriez-vous la bonté de venir placer votre pied dans cette empreinte? Si vous y tenez. Je vous remercie. Voici donc vos pas à vous. Pourquoi êtes-vous allé jusque dans l'étang? J'ai fouillé parmi les roseaux avec un crochet. Je pensais que peut-être l'assassin y avait jeté son arme. Votre pied gauche qui se tord vers l'intérieur se retrouve partout. Une taupe pourrait vous suivre. Je vous facilite le travail. Et je vous en remercie. Où se trouvait le corps exactement? Ici. Là. Je suis étonné d'avoir à vous le dire. La trace sur le sable est suffisamment apparente, non? Je ne vous demandais qu'une confirmation de ce que je supposais. Vraiment? Voyons. D'après les dimensions dont j'ai pris note, voici sans aucun doute les empreintes des chaussures de la victime et celles du fils, qui est arrivé 2 fois jusqu'ici, venant du chemin de la ferme. Regardez Watson. Vous voyez, une première fois, il a marché d'un pas normal. Il a piétiné ici, face à son père, pendant la dispute, puis il est reparti. Suivons ces traces. Approchez. Vous voyez, il a repris la direction de la ferme. Il a dû effectivement entendre le cri de douleur de son père, là où M. Brown a bien voulu nous l'indiquer. Et puis, il est revenu en courant vers l'étang, jusqu'à l'endroit où gisait le blessé. En courant? Mais oui. Je voudrais bien savoir à quoi vous le voyez. Et regardez, les talons sont à peine visibles, alors que les pointes sont profondément enfoncées dans le sol. Oui. Oui, possible. Oh, mais voilà quelque chose de beaucoup plus intéressant. Quoi donc? Venez voir. Tenez. Regardez ces empreintes de semelles cloutées. Et cloutées avec des clous taillés à 6 facettes. Ah,
elle nous révèle la présence d'un troisième personnage. C'est bien votre avis, n'est-ce pas, monsieur Brown? Un troisième personnage. Vous croyez? Mais voyez vous-même le sol, inspecteur. Ces semelles cloutées sont venues de ce taillis là-bas et sont allées jusqu'à l'endroit où est tombé le corps. Puis, elles ont regagné le taillis pour revenir à un certain moment à mi-distance, là où probablement se trouvait la forme grise qui était par terre, un manteau sans doute. Ah, mais c'est en effet cet endroit-là que m'a indiqué James McCarthy. Et puis, vous voyez, les semelles cloutées sont reparties vers le taillis pour disparaître définitivement. Pendant un long moment, Sherlock Holmes continua à examiner le sol, allant et venant ou se jetant par terre, une loupe à la main. Soudain, je le vis sortir de sa poche une enveloppe, dans laquelle il fit glisser comme un petit caillou brun et un peu de poussière grise qui avait particulièrement retenu son attention. Un peu plus loin, une grosse pierre aux arêtes vives gisait dans l'herbe au pied d'un arbre. Il l'étudia longuement et l'attendit à l'inspecteur. Prenez cette pierre, cher monsieur Brown. Elle vous revient de droit. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ce que vous voudrez. C'est l'arme du crime. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Mais comment savez-vous? Sous cette pierre, l'herbe était haute, elle n'était donc là que depuis quelques jours. D'autre part, ces arêtes correspondent exactement aux blessures reçues par la victime. Watson, regardez là. Vous êtes bien de mon avis, n'est-ce pas? Pardon. Oui, certainement. Et, d'après son poids, elle a parfaitement pu assommer la victime. Oh, vous avez vu cette petite traînée brune? Oui. C'est du sang. Bravo. Et au sujet du meurtrier, monsieur Holmes, auriez-vous fait des constatations tout aussi intéressantes? Mon Dieu, je peux vous dire que l'assassin est un homme de grande taille, gaucher, qui boite de la jambe droite, qui fume des cigares indiens avec un fume-cigare et promène dans sa poche un canif émoussé. Devant cette déclaration, l'inspecteur Brown en eut le souffle coupé et il demeura sur place, bouche bée, tandis que Sherlock Holmes s'éloignait en direction du village, pas mécontent du tout de son petit effet. Puis, il me pria de l'excuser de ne pas déjeuner avec moi, et il me donna rendez-vous vers 4 heures sur le lieu même du crime. Selon mon habitude, je ne lui posai aucune question, et, revenant à l'inspecteur, je l'invitai à partager mon modeste repas afin d'adoucir la blessure d'amour-propre que Sherlock Holmes lui avait visiblement infligée. C'était d'ailleurs un parfait honnête homme, plus sot que méchant. Je le quittai vers 3 heures, et je me promenais dans la campagne qui était ravissante jusqu'au moment de gagner le lieu de notre rendez-vous. Sherlock Holmes y était déjà assis sur un énorme tronc d'arbre récemment abattu. J'espère que vous avez bien déjeuné. Oui, j'ai invité l'inspecteur Brown pour essayer qu'il ne vous en veuille pas trop. Vous êtes un fin diplomate, merci. Et vous? Je suppose que vous avez bien travaillé? Je ne suis pas mécontent de moi. J'attends une visite. Ah, qui? Vous le verrez bien. Voyez-vous, Watson, dans ce genre d'enquête, il faut prendre un parti. Ou l'on admet ce que dit l'accusé, ou bien on ne le croit pas. Moi, d'instinct, je suis parti de l'idée que James McCarthy ne mentait à aucun moment, et qu'à moi, il avait dit la vérité dans tous les domaines. Et qu'est-ce que ça vous donne? Ceci. Le père ignorait le retour de son fils. Il a cependant poussé ce cri particulier, « Koui », qui, on le sait depuis longtemps, est un cri spécifiquement australien. Il y a donc de fortes raisons de croire que la personne avec laquelle McCarthy avait rendez-vous était allée en Australie. D'autre part, il y a ce rat mystérieux. Tenez, j'ai acheté une carte de la colonie de Victoria. Ouvrons-la si vous le voulez bien. Et asseyons-nous sur ce tronc d'arbre. Voilà. Si je pose mon index sur ce mot que vous voyez ici, et si je ne laisse apparente à vos yeux que les 3 dernières lettres, que lisez-vous? Rat. Et si j'enlève mon doigt, vous pouvez lire le mot entier qui est... Ballard. Voilà.
Eh bien, c'est sûrement le mot que McCarthy a prononcé en mourant. Et son fils n'en a entendu que la dernière syllabe. Ah oui, mais pourquoi a-t-il prononcé ce mot? Il y a de grandes chances pour qu'il ait voulu nommer son assassin un tel de Ballara. Ah, merveilleux. Non, évident. Maintenant, vous le voyez, le champ commence à se rétrécir. Quant à la forme grise aperçue à 10 mètres du cadavre, nous pouvons sans trop de risque supposer, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'un manteau. Nous avons désormais la notion d'un Australien de Ballara portant un manteau gris et de plus familier du domaine, puisqu'il n'a pu entrer que par la grille du château de M. Turner ou le portail de la ferme habitée par McCarthy. Oui. Soit, mais enfin, comment avez-vous pu donner à Brown certains détails complémentaires sur le physique et la personnalité de l'assassin? Vous connaissez ma méthode qui est basée sur l'observation des choses les moins apparentes. Oui, je sais, pour la taille, vous pouvez l'évaluer à peu près d'après la longueur des pas, de même pour les chaussures, il y a les empreintes, mais la claudication. J'ai remarqué que l'empreinte du pied droit était toujours moins accusée que celle du pied gauche. Le marcheur pesait donc moins sur son pied droit. Et pourquoi? Parce qu'il boitait. Bravo. Mais vous avez dit aussi qu'il était gaucher. Vous connaissez les blessures causées à la victime, telles qu'elles ont été décrites par le journal. Le coup a été porté de très près par derrière, et il venait de la gauche. Pourquoi de la gauche, sinon que celui qui l'a asséné était gaucher? Pour moi, il s'est tenu dans le taillis pendant la discussion entre le père et le fils. Il les a écoutés, et pendant ce temps, il a laissé s'éteindre le cigare qu'il fumait en venant. J'ai trouvé par terre des cendres que j'ai recueillies, ainsi qu'un mégot de cigare indien importé par Vermeulen d'Amsterdam. Vous connaissez les études, Watson, que j'ai faites sur plus de 140 sortes de tabac. Oui, mais le fume-cigare? J'ai constaté que le mégot n'avait pas été mâché. Donc, on s'était servi d'un fume-cigare. En outre, la pointe n'avait pas été arrachée avec les dents, mais coupée en une section qui n'était pas très nette, d'où j'ai déduit que la lame de canif était émoussée. Formidable. D'ailleurs, sans en avoir l'air, j'ai posé ça et là des questions aux gens que je rencontrais, et toutes les réponses sont venues confirmer ce que je pensais. Vous savez donc qui a tué? Oui. Et c'est? La personne que vous voyez venir là-bas. L'homme qui approchait avait une allure assez impressionnante. Il était grand, il boitait, ses traits durs, creusés, et ses membres immenses indiquaient une force exceptionnelle tant au physique qu'au moral. Il avait la barbe en broussailles, les cheveux gris, et ses épaules voûtées son teint cadavérique et l'ombre qui cernait profondément ses yeux disaient assez la gravité de son mal. Bonjour, Monsieur Turner. Je vois que vous avez reçu mon billet. Je vous ai fait venir ici afin d'éviter tout scandale. Je vous en remercie. Ce monsieur est le docteur Watson? Oui. Asseyez-vous et dites-nous la vérité. C'est vous qui avez tué McCarthy, n'est-ce pas? Oui, et je vous jure que je me serais dénoncé si les choses avaient mal tourné pour James. J'aime à vous l'entendre dire. J'aurais parlé tout de suite si je n'avais pas eu ma fille qui me porte une immense tendresse. Elle sera anéantie quand elle apprendra que je suis arrêté. Nous n'en arriverons peut-être pas là. Comment? Je ne suis pas un policier officiel, Monsieur Turner, et c'est votre fille qui m'a appelé. Je sers donc ses intérêts. Il n'en est pas moins nécessaire que James McCarthy soit mis hors de cause. Je suis un homme qui se meurt, Monsieur Holmes. Peut-être le mois prochain ne serai-je plus de ce monde. J'aimerais tant mourir sous mon toit, et non au fond d'une prison. Dites-nous simplement la vérité. Je rédigerai les faits et vous signerez. Le docteur Watson servira de témoin. Ainsi pourrai-je produire vos aveux aux assises si le tribunal doutait encore de l'innocence de James. Mais je vous promets de m'en servir seulement en cas de besoin absolu. Je vous en remercie du fond du cœur, Monsieur Holmes. Et maintenant, voici toute la vérité. Oh, elle tient en quelques mots. J'ai connu autrefois McCarthy aux mines d'or, en Australie. Au cours d'une querelle, j'ai tué un homme, et il n'y a eu qu'un témoin, McCarthy. Je l'ai supplié de ne pas me dénoncer, il a accepté et m'a fait signer un papier reconnaissant mon crime. Mais il a tenu parole, et je n'ai jamais été inquiété. Puis, fortune faite, je suis venu ici. J'ai acheté le château et ce domaine, et un jour à Londres, j'ai rencontré McCarthy. Il était sans le sou et il m'a obligé à lui offrir l'hospitalité et à l'installer dans ma ferme, sans quoi il allait me dénoncer à la police. J'ai plié.
Et ce fut le début de mon calvaire. Sans cesse, il me demandait de l'argent. J'ai tout souffert, monsieur Holmes, tout accepté, les pires chantages. Mais quand il a émis la prétention de marier son fils à ma fille, je m'y suis opposé de toutes mes forces. Il ne pouvait pas y avoir de lien entre cet être abject et Kate, qui est la pureté même. Non, je ne pouvais pas accepter qu'elle entre dans une telle famille. Alors lundi dernier, il m'a donné rendez-vous ici à 3 heures. Pour vous reparler de mariage? Oui. C'est alors que j'ai assisté à une discussion entre le père et le fils. McCarthy disposait de Kate comme si elle était son propre bien. Je devins fou à l'idée que ce que je possédais de plus cher au monde pourrait tomber sous le joug d'un tel homme. Alors quand James fut parti, j'ai pris une pierre et j'ai assommé son père. Il est mort en prononçant le surnom qu'on m'avait donné là-bas autrefois, Jacques le Noir de Ballara. Je suis revenu prendre mon manteau qui était tombé et je suis rentré chez moi, épuisé. Voilà. Maintenant, monsieur Holmes, faites de moi ce que vous voudrez. Je ne ferai rien d'autre que ce que je vous ai dit. Et vous répondrez de vos actes, monsieur Turner, devant un tribunal beaucoup plus élevé que celui des assises. James McCarthy fut acquitté grâce à Sherlock Holmes, qui souffla à son avocat tout ce qui était nécessaire pour mettre en valeur les lacunes de l'accusation. Le vieux Turner mourut quelques mois plus tard, 3 jours après le décès d'un petit enfant, celui de James, qui avait tout fait pour l'arracher à la mort. La mère, qui n'avait jamais eu d'amour pour le jeune homme, lui rendit sa liberté. Ainsi furent réunies toutes les chances pour qu'il fût heureux enfin avec Kate, d'autant plus heureux qu'ils ignoreront toujours les drames du passé.